En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure, chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir les essayistes Nora Bussini et Samuel Fitoussi. Nora Bussini est l'auteur de Les Nouveaux Inquisiteurs qui vient de paraître chez Albin Michel. Elle y raconte son infiltration en terre woke pendant un an sous une fausse identité. Elle s'est immergée dans les groupes de parole, les formations, les manifestations pour mieux nous faire découvrir l'envers du décor de ce militantisme radical. Samuel Fitoussi a écrit Woke Fiction qui vient de paraître aux éditions Le Cherche Midi, un essai dans lequel il montre l'influence du wokisme dans le monde de la culture et notamment du cinéma. Le wokisme est-il une idéologie totalitaire? Qui sont les militants s'inscrivant dans cette mouvance? Quelles sont leurs motivations? Comment s'organise-t-il? L'idéologie woke est-elle en train de changer nos films et nos séries? Menace-t-elle la liberté artistique et même la liberté tout court? Tout de suite, les réponses de Samuel Fitoussi et Nora Bussini. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Samuel Fitoussi, Nora Bussini, bonjour. Bonjour. Beaucoup de livres ont été écrits sur le wokisme, mais commençons avec vous, Nora Bussini. Votre livre a une originalité, il s'agit d'une enquête journalistique. Vous vous êtes fait passer pour une woke et vous les avez infiltrés. Comment avez-vous eu cette idée et comment avez-vous procédé ? Alors en fait j'ai eu cette idée parce que donc je suis journaliste et j'ai beaucoup traité cette question et j'avais interviewé notamment pour Le Point, média pour lequel j'écris, des militants dits repentis qui en revenaient et qui me racontaient un petit peu les extrêmes qu'ils avaient constatés dans le militantisme. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et en parallèle, j'échangeais avec beaucoup de militants, notamment LGBT, qui me disaient qu'ils n'en pouvaient plus d'être assimilés au wokisme. C'est pour ça que j'essaie beaucoup de faire la différence entre militants et extrémistes, et qui eux-mêmes me disaient, mais tu vois, par exemple, on peut pas aller dans cet événement-là parce que il est interdit aux mecs cis, même si on est gay, et ce genre de choses. Ils m'ont dit, mais ça serait drôle, enfin, nous on peut pas y aller. Et je me suis dit, mais en fait, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir y aller parce que j'ai deux forces, je suis une femme et je suis dite racisée. Et donc du coup c'était un petit peu une bonne astuce. Voilà. Samuel Fitoussi a un essai également original sur le wokisme, Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Donc vous avez choisi vous de vous appuyer sur l'analyse des films et des séries. Est-ce que vous avez passé beaucoup d'heures devant les écrans et qu'avez-vous vu, Samuel Fitoussi? Malheureusement pour moi oui. J'ai consommé beaucoup de films et de séries woke. En fait j'ai constaté, moi je suis un amateur de cinéma, de films comme de séries, et j'ai constaté que ces dernières années, en particulier depuis 2020, les contenus ont peu à peu changé. Par exemple, l'Occident était systématiquement représenté, dans les séries les plus woke, comme un enfer patriarcal et raciste, qui ne semblait pas correspondre à ce que nous racontaient nos propres yeux dans la société dans laquelle on habite. J'ai remarqué que petit à petit, les personnages féminins ont commencé à être écrits différemment. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des femmes sans faille, en croyant faire des rôles modèles féminins, mais la qualité des personnages, paradoxalement, s'est affaiblie, et ces personnages-là sont même devenus moins inspirantes, moins complexes, moins nuancés. Est-ce que vous avez des exemples de séries woke? Qu'est-ce que c'est une série woke? Par exemple, il y en a des dizaines, mais celui qui me vient en tête, pour nos auditeurs, la série New Amsterdam, par exemple, qui est sur Netflix et est diffusée sur TF1 en France. Un épisode de la saison 2, je crois. C'est l'histoire ça se passe aux États-Unis. C'est l'histoire d'un adolescent d'origine latino-américaine qui se rend à l'hôpital. Il lui diagnostique une tumeur au cerveau, donc c'est triste. Et ensuite, les médecins essayent de découvrir la cause de sa tumeur. Ils lui font plein de tests et finalement, la psychologue parle à l'enfant. Et au travers d'une discussion avec lui, elle découvre qu'en fait, la source de sa tumeur, c'est le racisme de la société américaine. Et c'est présenté comme un constat extrêmement scientifique, détaillé, et ils vont annoncer ça à la famille. Donc on est censé
croire que la société américaine est tellement raciste qu'elle crée des cancers chez les minorités ethniques. Donc c'est un exemple caricatural de ce qui est aussi présenté ailleurs. Et je pense que par exemple ce type de représentation de l'Occident n'est pas forcément une bonne chose parce que ça apprend aux minorités ethniques qu'elles seront toujours victimes. Et on sait qu'un des résultats les plus robustes en sciences cognitives, c'est que l'homme est formaté pour trouver la confirmation des récits auxquels il adhère. Donc vous dites aux gens qui vont être discriminés, ils se croiront discriminés tout le temps, ils conflictualiseront leurs rapports sociaux pourtant anodins, ils décèleront des dynamiques d'oppression là où il n'y en a pas forcément. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la cohésion sociale. Et d'ailleurs, les statistiques aux États-Unis montrent que depuis 10 ans, les relations entre des gens aux couleurs de peau différentes se sont massivement dégradées. Je pense que ce type de films et de séries ont eu un effet très néfaste. Nora Bussini, vous n'avez pas voulu forcément, vous le dites, analyser le phénomène de manière théorique. Ce qui vous intéressait finalement, c'est de voir les woke, comment ils pratiquaient. Donc, qui sont-ils en fait quand vous les avez rencontrés? Est-ce qu'ils ont des points communs? Est-ce qu'ils sont endoctrinés d'une certaine manière? Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre infiltration? Oui, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout une essayiste. C'est vraiment une expérience en immersion que je voulais faire, parce que je suis journaliste d'investigation. Et en fait, j'ai pu constater que ce sont quand même des militants qui sont radicaux, qui sont dans une tranche d'âge. Alors moi, je me suis cantonnée qu'à la France. Je suis allée dans plusieurs régions de France. Ce sont des jeunes qui peuvent avoir entre 17 et 18 ans, et ça peut monter jusqu'à 35, voire... presque 40 ans, mais un petit peu moins. Un petit peu de tous milieux sociaux, beaucoup d'étudiants quand même. C'est beaucoup dans des villes estudiantines qu'on peut trouver des actions militantes. Moi, je suis allée à Rennes notamment, j'ai pu aller à Dijon. Je peux aller au Mans, en plus de Paris, bien sûr. Et je dirais que ce sont des étudiants qui ont... Ils ont quand même, ils ont beaucoup d'intérêt pour tout ce qui va être la lecture, surtout la sociologie. C'est pour ça que j'ai voulu retourner également à la fac de sociologie à Paris 8 en infiltration. On a un point commun. Moi, je suis allé à la fac à Paris 8, pas en infiltration. Pas en infiltration. À l'époque, le wokisme était embryonnaire. Et est-ce que vous aviez le tag tous les flics sont des bâtards, je me permets, pour pouvoir vous accueillir? Non, pas à l'époque. Mais effectivement, c'est très intéressant de décrire l'univers de Paris 8 tel que vous le décrivez, qui a apparemment évolué depuis. Oui, depuis c'est vous qui pouvez me le dire, du coup ça a changé. Alors. Oui, ça a changé par rapport au livre, mais pour nos éditeurs qui n'ont pas lu le livre, oui, effectivement, il y a des tags, vous avez assisté à des cours. Oui. Comment se passe par exemple un cours à Paris 8? C'est fou parce que j'avais assisté à un cours, donc moi je suivais quand même des cours de sociologie, il y avait des intitulés que je trouvais un petit peu hallucinants, et c'est surtout qu'en plus j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait des professeurs. Il y a un professeur qui nous a dit qu'il était ravi de s'exprimer devant un public de banlieue et pas devant des petits étudiants blancs de Sciences Po de mémoire, c'est ce qu'il avait dit. Donc j'étais un peu désarçonnée de voir qu'il y avait toujours un rapport. J'ai suivi un cours sur les violences policières et en fait j'avais vraiment un sentiment fou qui est de dire que ça me rappelle un petit peu les posts Instagram que vont faire les militantes. C'est vraiment une sorte, on est moins dans la sociologie que dans une sorte de processus analytique victimaire en fait, finalement. Et indépendamment de ça, j'ai pu assister aussi à des réunions intra-fac, donc ça veut dire que la fac nous laissait des salles de TD pour que des associations se réunissent dans des salles interdites aux hommes comme vous, Alexandre, c'est-à-dire des hommes cisgenres. Vous l'avez dit tout à l'heure, les hommes cisgenres, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. Vous pouvez nous dire ce qu'est un homme cisgenre. Apparemment, ça correspond à ce que je suis, mais... J'ai présumé votre identité de genre, j'aurais pas dit, Alexandre. Non, vous pouvez présumer mon identité de genre, je ne vous en voudrais pas. D'accord, alors un homme cisgenre, c'est un homme qui est né avec un sexe d'homme et qui se reconnaît dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance, donc il est par opposition, il n'est pas transgenre, il n'a pas fait une transition. Mais donc finalement, un homme qui ne se reconnaîtrait pas dans le statut d'homme pourrait venir à ces réunions. Oui, il y en avait justement. En effet. Alors par contre, pas le droit aux hommes gays.
C'est tout le paradoxe. Ouais. Et donc pourquoi, ils ont expliqué pourquoi ce besoin de se réunir. Oui, alors c'est drôle parce que c'était assez. En fait, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué dans ces milieux-là, c'est la grande hésitation, les grands. Je sais. Ouais, en fait, c'est qu'ils ont déjà beaucoup d'espace où ils sont présents, vous comprenez. Donc, et moi, je leur dis, du coup, j'essaie un peu d'opposer en disant, mais les hommes dits racisés, donc noirs, et les hommes gays, ils n'ont pas le droit de venir. Vous dites qu'ils sont discriminés aussi. Oui, mais il y a d'autres assos qui les convient, donc nous, on préfère qu'ils viennent pas. Et moi, je me dis, mais c'est dingue, parce qu'en fait, finalement, vous dites que vous voulez qu'on se retrouve qu'entre nous, mais vous dites qu'ils sont aussi discriminés, c'est hyper paradoxal. Et c'est ça aussi, c'est cet extrémisme du progressisme, c'est que ça morcelle des luttes militantes finalement. Merci Nora Bussini, merci Samuel Fitoussi. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio en toute vérité pour continuer à parler du wokisme à travers votre expérience Nora Bussini de militante, puisque vous avez été infiltrée chez les woke, et Samuel Fitoussi à travers les séries et les films que vous avez scrutés pour nous expliquer comment il modifie aujourd'hui notre imaginaire. On continue la discussion après une courte pause. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. On se retrouve dans En toute vérité avec Samuel Fitoussi, auteur de Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries, et Nora Bussini, les nouveaux inquisideurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke. Samuel Fitoussi, donc vous avez, on l'a dit, pour votre enquête, regardé longuement Netflix, notamment. Est-ce que Netflix est une plateforme aujourd'hui particulière aussi, finalement? Est-ce qu'on peut dire que c'est la plateforme à réserver aux wokistes? Netflix est woke, pas toutes les séries Netflix sont woke, mais Netflix l'est. C'est pas la pire, cependant, il y a Disney qui est probablement pire. Et ce qui était intéressant dans le témoignage de Nora qu'on a entendu avant la coupure, c'est qu'on retrouve dans les films et les séries beaucoup de choses que Nora t'a constatées. Par exemple, la haine des hommes. C'est les réunions en non-mixité sans hommes, mais en fait dans les films et les séries on retrouve beaucoup ça. La haine des hommes est non seulement banalisée mais encouragée. On met en avant un modèle où c'est la sororité, où les hommes nuisent tous collectivement aux femmes et les femmes collectivement doivent se battre contre les hommes. C'est une vision très cynique et triste de la nature humaine où chacun serait seulement... Là encore, vous avez, puisque votre livre regorge d'exemples, c'est ce qui est amusant sur ce féminisme radical. Vous avez par exemple, des exemples. Le film qui a gagné le César du meilleur film en France l'an dernier, c'est un film qui s'appelle La Nuit du 12. Très peu de gens en ont perçu l'idéologie, mais c'était un film woke, selon moi. L'intrigue repose sur... C'est l'enquête suite au meurtre d'une jeune femme assassinée, donc victime d'un féminicide. La police enquête, interroge des dizaines de suspects. Tous sont narcissiques, sans empathie, obsédés sexuels, jaloux, alors que c'était des proches de la victime. Et la morale du film est exprimée vers la fin par le personnage le plus positif, le policier, ouais. Justement, et la juge, la magistrate. Pardon, excusez-moi, j'anticipe parce que j'ai vu le film. C'était pas le policier, c'est celle qui fait ce constat, c'est une policière issue de la diversité. On ne saura jamais qui a tué la victime parce que tous les hommes auraient pu l'avoir tué. Et plus tard, elle ajoute la raison pour laquelle les enquêtes policières ne sont pas résolues, c'est que ce sont des hommes qui tuent. Le constat, évidemment, est vrai statistiquement en moyenne, mais aussi des hommes qui enquête. Sous-entendu, il y aurait une forme de complicité masculine entre les assassins de femmes et les policiers, comme si un patriotisme sexuel unissait les hommes. Ce qu'elle oublie, c'est qu'évidemment, c'est pas les mêmes hommes qui tuent, c'est une minorité d'hommes qui n'agit pas au nom des hommes, et que les hommes qui enquêtent sont souvent courageux, et du côté des victimes, et du côté des femmes. Et d'ailleurs, la société n'est pas, encore une fois, cette vision woke selon laquelle la société, c'est un jeu à somme nulle entre hommes et femmes, est faux, parce que la réussite d'un homme profite aux femmes de sa vie, la réussite d'une femme profite aux hommes de sa vie, et le meurtre d'une femme, c'est le deuil de son mari, de ses frères, de ses fils. Donc voilà, ce film était misandre, et on peut aussi citer, je crois, on m'a dit, Alexandre, que vous n'étiez pas d'accord avec mon analyse, mais Barbie. J'allais vous poser la question sur Barbie, donc allons-y sur Barbie. Je ne sais pas si je suis pas d'accord avec votre analyse. Je vous écoute. C'est vrai qu'il y a eu un débat, notamment au Figaro, et certains trouvaient que c'était un film féministe à l'ancienne, d'autres un film misandre. C'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à penser que c'était un énorme spot de pub pour Mattel.
marque de Barbie, mais je suis intéressé par savoir quelle est votre vision des choses. C'était aussi un spot de pub, effectivement, mais selon moi, c'est quand même un film très woke, dans le sens où il reprend tous les commandements. Déjà, on voit que quand Barbie se rend dans le monde réel, immédiatement, au bout de quelques secondes, elle est agressée sexuellement par des dizaines d'hommes, enfin en tout cas harcelée. Sur Venice Beach à Los Angeles, évidemment, tous les hommes qui la harcèlent sont des blancs qui ont entre 20 et 40 ans, parce qu'on ne peut pas représenter négativement des gens issus de la diversité. Dans Barbie, il y a aussi l'amour qui disparaît. On peut imaginer que si Barbie avait été il y a 15 ans, il y aurait une histoire d'amour entre Barbie et Ken. Là, non, la morale, c'est Barbie doit apprendre à être heureuse seule et Ken la même chose, parce que dans les productions woke ces dernières années, l'amour a tendance à disparaître parce que les woke partent du principe que le patriarcat trop longtemps a incité les femmes à privilégier la recherche de l'amour et l'envie de fonder un foyer plutôt que l'accomplissement par la réussite professionnelle. Donc le modèle qui est mis en avant, c'est un modèle où la réussite féminine, c'est simplement gagner le plus de pouvoir possible, s'accomplir seule, parce que être avec un homme, ce serait une négation de son autonomie en quelque sorte. Une idée encore une fois cynique et dangereuse selon moi, parce que c'est un modèle, c'est pas un modèle qui nuit c'est un modèle qui nuit au rapport entre hommes et femmes. Beaucoup d'autres commandements dans ce film, donc évidemment la misandrie, c'est quand même un film misandre, puisque tous les personnages masculins sont narcissiques, idiots, problématiques, toxiques. C'est quand même le même film avec n'importe quel autre groupe humain qui aurait été présenté de la sorte aurait, à juste titre, posé un problème moral. Et comment vous expliquez le succès de Barbie? Plus gros succès de l'année dans le monde, plus d'1 milliard de... Est-ce que c'est le triomphe de l'idéologie woke ou simplement la curiosité des spectateurs? Ce qui interroge aussi dans Barbie, c'est que beaucoup de gens ne voient pas forcément oui, c'est mon cas, j'avais pas vu du tout ça. Le wokisme derrière. Un peu déni. J'allais vous poser la question. Moi, je voyais vraiment un peu un féminisme. Nora Bussini, vous l'avez interprété différemment. Non, mais c'est intéressant. Ah non, moi je voyais vraiment une sorte de, vous disiez tout à l'heure, un peu féminisme à l'ancienne. Et j'essaie de me refaire le film depuis tout à l'heure en vous écoutant. Et c'est vrai que j'avais pas perçu tout ça. Après, c'est vrai que j'ai pas travaillé sur le sujet. Comme vous, et je l'ai pas ressenti, j'avais pas perçu ainsi en tout cas. Une chose intéressante dans Barbie, c'est que dans Barbieland, les rôles sont inversés. Donc les femmes occupent prétendument les rôles des hommes dans la vraie vie. Donc elles gagnent des prix Nobel, elles sont astronautes, ingénieurs, etc. Et c'est là où j'ai un petit désaccord avec vous, c'est qu'on voit dans le film que c'est pas forcément satisfaisant pour ce monde où les femmes finalement réduisent les hommes. Je suis d'accord avec vous, on pourrait tout à fait faire une interprétation conservatrice de ce film. D'ailleurs, une chose amusante, c'est que Barbie, elle va systématiquement dans l'endroit où il y a un patriarcat. Au début du film, elle est dans Barbieland, qui est pas un patriarcat. Un matriarcat, disons-le. Et elle a envie d'aller dans le monde réel qui est un patriarcat. Puis elle apprend que Barbieland est devenu un patriarcat. Elle retourne immédiatement dans Barbieland. Puis Barbieland cesse d'être un patriarcat et elle retourne dans le monde réel qui lui est un patriarcat. Donc effectivement, on pourrait dire en fait, c'est le patriarcat qui rend heureux les femmes selon la vision des séries. Mais je pense que c'est involontaire et que ce qu'elles ont voulu faire, c'est un film woke. Mais il y a une autre interprétation conservatrice. Par exemple, à un moment, Barbie est traitée de fasciste par une enfant. Ça pourrait être une critique de la façon dont le terme extrême droite, fasciste, etc. C'est possible, mais c'est pas forcément contradictoire. Il y a aussi à la fin, évidemment, son premier acte d'auto-affirmation dans le monde réel en tant que femme, c'est d'aller voir son gynécologue, ce qui est peut-être un clin d'œil à l'idéologie, un clin d'œil critique envers l'idéologie trans. Oui, et l'idéologie trans qui prétend que nous n'avons pas de sexe d'une certaine manière. C'est pour ça que le film était amusant, parce qu'il a permis des débats. D'ailleurs, c'est peut-être une clé de son succès. Je pense que les gens ont été le voir pour se faire une opinion, mais ça, Nora Bussini, justement, Samuel Fitoussi abordait la question du genre, des relations hommes-femmes, et c'est vrai que les woke ont tendance à dresser les hommes contre les femmes et vice-versa, disons-le comme ça. Ils dressent un peu tout contre tout le monde, exactement, mais prenons-le, faisons comme eux, segmentons un peu. Je voulais vous demander, est-ce que vous l'avez ressenti, vous, qui les avez côtoyés, rencontrés, comment ça se passe, les relations hommes-femmes? Est-ce qu'il y en a, tout simplement, puisque on a vu tout à l'heure qu'il y avait des réunions interdites aux hommes? Oui, alors c'est vrai que c'est de la même manière que j'avais raconté que quand j'étais engagée pour trier des blancs, enfin trier des personnes selon leur couleur de peau. Alors vous me faites penser, j'avais pas perçu ça ainsi, mais en fait c'était la docilité des personnes blanches, mais aussi la docilité des hommes. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes qui sont très obéissants au fait qu'on leur dise, par contre là tu ne viens pas, cet endroit t'est interdit. Et c'est vrai que, alors moi les personnes que j'ai rencontrées dans mon immersion ne se présentaient pas comme hommes, elles se sentaient non binaires.
non-binaires, elles se sentaient, c'était par exemple des hommes trans, ou c'était des femmes. Alors c'était des femmes trans, voilà, c'est un autre débat, mais en tout cas il y avait des hommes trans et il y avait surtout beaucoup de personnes non binaires. Donc moi c'est vrai que je les percevais pas ainsi. Et alors ce qui était le plus drôle aussi, c'était à Dijon notamment, c'était une manifestation entière qui était interdite aux hommes cisgenres. Donc, et en fait, je vois débarquer une foule d'hommes Antifa. Donc, c'était vraiment marqué Antifa. Ils avaient des bandeaux rouges. On sentait qu'ils étaient là juste parce qu'ils étaient énervés parce que Monsieur Gérald Darmanin était présent en ville. Et en fait, moi, je les vois arriver. Je dis aux organisatrices, mais pourquoi on les laisse rester dans le cortège? Et elle me dit, bah oui, mais tu comprends, on peut pas présumer de leur genre. Ça peut être très violent pour eux qu'on aille les voir et qu'on les met genre. On va essayer de régulièrement rappeler que c'est interdit aux hommes cis et ils partiront sans doute d'eux-mêmes. Évidemment qu'ils sont restés, évidemment qu'ils ont tagué. Je veux dire, voilà, la question ne se posait même pas. Et alors là, je présume un petit peu en l'occurrence de leur genre quand je les ai vus arriver, en tout cas. C'est intéressant parce que quand on vous écoute l'anecdote que vous venez de raconter, on a l'impression, pardonnez-moi, que c'est un peu un asile de fous, sans vouloir les caricaturer. Est-ce qu'on ne leur accorde pas un peu trop d'importance? Est-ce qu'on les prend pas tout simplement trop au sérieux? Est-ce que ils représentent vraiment un danger? Ça paraît tellement ridicule ce que vous venez de raconter qu'on peut se demander si c'est grave. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement les ignorer? En fait, c'est pour ça que je sais qu'on partage peut-être pas forcément cet avis, Samuel, mais moi je sais que je veux pas employer, je répugne un peu employer le terme woke. Je voulais pas qu'il soit dans le titre de mon livre parce que c'est justement eux ne se qualifient plus ainsi. Ensuite, c'est ne pas dire concrètement ce qu'ils sont, à savoir que ce sont des extrêmes et que ce sont des radicaux. Et c'est en ça où plus on va dire woke, c'est parodier, plus on se dit ce sont des extrémistes. Et là, on peut se rendre compte d'autre chose. Ce sont des gens qui font des manifestations qui ont réuni 40 000 personnes à Paris notamment, puisque moi j'étais au service d'ordre, j'étais infiltrée là-dedans. Voilà, ce sont des personnes qui sont quand même étudiantes, qui seront peut-être sans doute les futurs journalistes, les futurs professeurs de demain. Pour moi, je trouve que cet extrémisme est une idéologie qui se diffuse. Et comme elle est adoubée par beaucoup de figures, notamment féministes, et qui sont très suivies sur les réseaux sociaux. Là, je viens de faire les frais de mesdames Camille et Justine, deux humoristes, pas plus tard qu'hier, justement, qui sont suivies par quasiment 400 000 personnes. Voilà, on peut se dire aussi, au bout d'un moment, en fait, je pense que c'est cette conciliation qui fait que c'est plus diffus. Mais oui, frontalement, moi, je vais pas être troublée par une personne qui vient voir et qui me dit, moi, par contre, mes pronoms, c'est à elle, et je m'appelle Pensée ou Nuage. C'est ce qui m'est arrivé vraiment. Donc oui, je vais pas avoir peur de facto, en effet. Oui, non, mais et cela dit, vous l'avez dit, c'est une culture qui se répand, qui est adoubée par les élites et qui progresse aussi par la terreur, parce que vous parlez du mot peur. En réalité, ça peut avoir de lourdes conséquences sociales, en réalité, de s'opposer au woke, cyberharcèlement, violence physique. J'ai vu des menaces, j'ai vu pas mal de choses comme ça, menaces, cyberharcèlement à la totale. Je me suis dit, pas mal quand même, parce que c'est pour des personnes qui défendent tout le temps les violences faites aux femmes, et tant mieux, qui critiquent le cyberharcèlement, qui font des documentaires dessus. Mais je peux vous dire que moi j'en ai fait les frais et je m'y attendais quand même pas. Je suis peut-être un peu trop naïve. Merci Nora Bussini, merci Samuel Chitoussi. On se retrouve en toute vérité sur Sud Radio après une courte pause. On continue à parler du wokisme. On verra si c'est une menace totalitaire ou pas, et si ça menace aussi la liberté artistique et la liberté tout court. À tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Nora Bussini, les nouveaux inquisiteurs, l'enquête d'une infiltrée en terre woke, et avec Samuel Chitoussi, auteur de Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. Nora Bussini, avant la pause, vous nous racontiez que vous aviez été victime de menaces physiques, de cyberharcèlement. Tout ça, je suppose, quand ils ont découvert votre véritable identité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ça s'est passé comment quand ils ont compris finalement que vous les avez un peu piégés? C'était très drôle parce qu'en fait, Le Point sortait les bonnes feuilles du livre, et une très belle critique, je les en remercie, une semaine avant la parution. Et en fait, comme c'était réservé aux abonnés, j'ai pu avoir un déchaînement de haine, même de confrères. Des gens qui n'avaient pas lu l'article. Oui, voilà, il y en a certains qui le disent texto. Il y en a même une qui dit, moi j'ai envie d'enquêter là-dessus, mais par contre je refuse de lire le livre, je refuse de lire l'article, mais je veux enquêter sur elle. Et en fait, au début, ils disaient, mais c'est une menteuse,
c'est n'importe quoi, c'est ridicule, elle a pas bougé de son lit. Il pensait que c'était Le Point qui m'avait engagé pour faire un article, donc payer pendant un an pour faire un article, c'est pas trop mal, j'aimerais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, en fait, d'une, ils n'avaient pas lu le livre, et c'est là, ils ont été dans l'embarras quand ils ont constaté que les infiltrations, je les ai vraiment faites. Là où des gens, un peu la mort dans l'âme, ont dit oui, c'est vrai qu'elle était là avec nous en manif. Et là, est-ce que vous avez malgré tout noué des relations, je dirais, amicales avec certains d'entre eux pendant l'année, et comment ils l'ont pris? Ils ont pris ça comme une trahison? Vous avez pu en discuter calmement avec eux, ou Vous disiez tout à l'heure justement que vous vouliez pas pathologiser, mais que ça avait l'air d'être un petit peu fou, ce monde-là. Alors je suis pas psychiatre, j'irais pas dire qu'il y a une folie, mais je me suis refusée à tout lien amicaux aussi, parce que je sentais que c'était des personnes, pour certains, qui avaient quand même beaucoup de fragilité, on va dire, en tout cas psychologique. Certains étaient autodiagnostiqués, ça veut dire qu'ils refusaient des médecins, l'avis de médecins, mais ils s'étaient autodiagnostiqués, par exemple autistes ou HPI ou plein d'autres choses. Et justement, moi j'ai essayé de garder quand même toujours une distance. J'ai pas relancé quand on me proposait des verres après, ou des sorties après, notamment des actes militants. J'ai essayé quand même de me dire, et comme j'étais beaucoup dans la culpabilité tout le long de ce livre, et la culpabilité c'est aussi le propre de cet extrémisme militant, c'est qu'on culpabilise d'avoir des privilèges, on culpabilise d'être ce qu'on est. Et moi j'ai passé l'entièreté de mon immersion. C'est aussi le propre du journalisme en immersion, de culpabiliser, de flouer des gens. Mais j'ai passé mon temps aussi à culpabiliser de mes privilèges. Et je me suis dit, et ça faisait partie de cette culpabilité-là. Donc non, j'ai pas noué des liens d'amitié. Samuel Fitoussi, l'une des questions qu'on peut se poser, on le dit parfois, Nora Bussini dans son livre parle de fascisme ordinaire, certains parlent d'idéologie totalitaire, ça peut paraître un peu fort, mais votre livre montre qu'il y a une tentative finalement d'emprise sur le monde de la culture. Comment est-ce que ça se manifeste, et est-ce que c'est vraiment comparable à d'autres idéologies totalitaires qui ont essayé, si vous voulez, de construire un art officiel? En tout cas, dans le monde de la culture, le wokisme s'institutionnalise en quelque sorte, si vous voulez. Par exemple, à partir de l'an prochain aux Oscars, un film ne pourra concourir à un prix que si il a suffisamment d'acteurs d'une certaine couleur et pas trop d'acteurs d'une autre couleur. Donc évidemment, il ne faudra pas trop de blanc, et ce sera vérifié rigoureusement. Chaque production devra indiquer sur une plateforme internet la couleur de peau, le genre et l'orientation sexuelle de toutes les personnes qui ont participé à la création du film. Et en fonction de ça, l'Académie des Oscars verra si le film est éligible. Donc, on parle de racisme systémique, on devrait peut-être parler de wokisme systémique. Autre chose, par exemple, les logiciels d'écriture de scénario, Final Draft, le plus utilisé dans l'industrie du cinéma, désormais, il propose un outil à travers lequel le scénariste peut indiquer les déterminismes de chacun de ses personnages, donc genre, couleur de peau, handicap, et le logiciel génère ensuite des petits diagrammes pour montrer au scénariste si certaines minorités ethniques sont sous-représentées, si une femme n'est pas assez, a pas un rôle assez important dans une scène, etc. Donc le wokisme s'institutionnalise, et Nora, vous disiez à juste titre qu'ils sont, il y a une certaine fragilité, qui sont un peu fous, en tout cas qu'on peut considérer ça. Le problème, c'est que cette folie aussi devient, dans le monde de la culture, en tout cas, parce que les woke restent minoritaires dans la population, le problème c'est qu'ils sont majoritaires, ou en tout cas dominants dans le monde de la culture, et elle se banalise. En 2021, par exemple, TF1 a diffusé le téléfilm Il et Elle. C'était l'histoire d'un enfant, je ne sais plus si c'était un petit garçon ou une petite fille, en tout cas il voulait changer de sexe, et sa mère était de son côté. Évidemment, l'enfant rencontrait les résistances réactionnaires de son père, le mâle blanc qui adhérait à des idées d'un autre temps. Et il fallait convaincre le père par de la pédagogie. Et finalement, le père l'autorisait à faire sa transition de genre. Et l'enfant, finalement, était heureux. Donc, on peut se demander donc voilà, ça c'était en prime time sur TF1, cette idéologie qui est un peu folle, mais il y avait aussi un arc narratif comme ça dans Plus belle la vie. Donc ils arrivent quand même à expliquer aux enfants qui ne sont pas forcément woke qu'ils sont peut-être nés dans le mauvais corps, et qu'il faut peut-être qu'ils fassent une transition de genre, c'est-à-dire qu'ils prennent des hormones, qu'ils se fassent parfois couper les seins, qu'ils aient recours à des opérations chirurgicales. Donc faut quand même s'interroger sur les effets sur la façon dont cette idéologie est véhiculée, les effets concrets dans la vie des gens, parce que si c'était c'est pour ça que l'enquête de Nora est précieuse. On peut croire que pour l'instant, la vraie folie est cantonnée à des groupuscules minoritaires un peu étranges, mais petit à petit, cette folie s'institutionnalise, et on peut se demander si ce que vous décrivez dans votre livre, ce ne sera pas la norme dans 10, 15, 20 ans à ce rythme.
comment ça peut se propager, parce que ça paraît très loin des réalités. On parlait tout à l'heure de la terreur. Est-ce que dans le monde du cinéma, des séries, est-ce qu'ils font aussi régner une forme de terreur? Vous parliez de nouveaux règlements des Oscars. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage au racisme? Est-ce que ça prend parce que les artistes y adhèrent majoritairement, ou simplement parce que certains ont peur ou ont besoin de financement, de crédit? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que dans le monde de la culture attire majoritairement les woke, donc il y a beaucoup de militants qui intègrent les injonctions idéologiques du moment avec joie, parce qu'ils pensent façonner un monde meilleur et ils y adhèrent. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur. Stephen King, par exemple, en 2020, il y avait eu un scandale selon lequel l'Académie des Oscars donnait trop de prix à des blancs, et lui il avait réagi en disant la couleur de peau ne devrait pas être un critère, seulement la qualité des acteurs, des films et des œuvres. Et il s'était pris un lynchage sur les réseaux sociaux, et il avait dû rétropédaler et s'excuser en disant que l'Académie des Oscars était encore raciste, que nos sociétés étaient encore racistes. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. J.K. Rowling aussi. J.K. Rowling, elle est courageuse. D'Harry Potter qui résiste. Elle est très courageuse. Elle refuse pour le coup, il y a des gens courageux comme ça, il en faudrait plus. Elle refuse de s'excuser, et du coup, elle n'est plus conviée aux événements Harry Potter. Oui. Mais Scarlett Johansson aussi, qui avait envisagé de prendre le rôle d'un transgenre dans un film. Elle s'était fait sévèrement critiquer, elle avait dû rétropédaler, présenter des excuses à la communauté trans. Il y a des exemples comme ça. Un acteur américain qui s'appelle Mario Lopez, qui a dit qu'à 3 ans, un enfant ne sait pas s'il est né dans le mauvais corps, et ses parents ne devraient pas l'autoriser à faire une transition de genre. Et il avait lui aussi dû rétropédaler. Mais il y a quand même des gens courageux. On a cité J.K. Rowling, Bryan Cranston, l'acteur qui a joué Walter White dans Breaking Bad, avait joué dans le remake d'Intouchable un acteur handicapé. Il s'était fait critiquer. Et lui, il s'était pas excusé. Il avait courageusement dit en tant qu'acteur, on devrait pouvoir jouer n'importe quel rôle. Ce qui est le principe du jeu d'acteur. Ce qui est le principe du jeu d'acteur. Il a dit moi, je suis plutôt aisé. Est-ce que ça veut dire que je peux jouer que des personnages qui n'ont pas beaucoup d'argent? Donc il y a des gens courageux. Il en faudrait plus. Mais on peut aussi comprendre ceux qui manquent de courage et qui n'ont pas les moyens de se faire canceller, entre guillemets. Est-ce que c'est aussi un business? Il y a eu d'autres livres sur le wokisme montrant que le wokisme finalement et le capitalisme fonctionnait parfois de pair dans les entreprises. Est-ce que voilà, pour l'industrie du cinéma, l'industrie des séries, est-ce que c'est aussi un moyen finalement peut-être de segmenter les publics, de s'adresser, d'essayer de convaincre certains publics, ou est-ce que justement ça va peut-être être une catastrophe économique parce que le public va s'en détourner, hein? Je sais pas, j'ai l'impression que le wokisme économiquement ne profite pas aux sociétés de production woke. Il y a des contre-exemples comme Barbie dont on a parlé, mais Disney par exemple n'a pas eu des bons résultats ces dernières années et a fait des productions très woke. Donc je sais pas, il y a les anti-woke espèrent parfois que la réalité économique va sonner la fin du wokisme parce que les œuvres woke ne marchent plus. Moi je suis sceptique parce que je pense que dans le monde de la culture, en tout cas, beaucoup de gens sont avant tout des militants. Donc ils sont prêts à accepter des pertes économiques, et par ailleurs la jeunesse en train d'être formatée n'aura pas connu le monde d'avant, le monde pré-woke, et donc tous ces messages et ces injonctions, ils ne les questionneront même plus. Ce sera une nouvelle norme pour eux et ils apprécieront ces films et ces séries. Donc voilà, on sait pas, je sais pas, c'est dur de faire des prédictions. Nora Bussini, est-ce que vous êtes inquiète notamment de l'emprise de cette idéologie sur la jeunesse? Est-ce qu'il va y avoir un monde d'avant le wokisme et un monde d'après, ou est-ce que d'après vous le phénomène est trop sectaire, trop radical pour pouvoir vraiment s'imposer? Alors moi, c'est vrai que je suis peut-être plus optimiste parce que je travaille beaucoup avec les jeunes et notamment sur la génération Z. J'ai une chronique pour Le Point 1 semaine sur 2 où je travaille ces questions-là. Et en fait, je remarque, j'ai même fait un article dessus, la lassitude de la génération Z envers ce qu'on peut appeler le wokisme, justement. C'est qu'ils en ont marre. J'ai même interviewé des jeunes qui disaient, moi j'en ai un petit peu marre, je me mets à regarder beaucoup de mangas, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, je suis noire, et j'ai l'impression que les personnages noirs tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, juste parce que pour être un quotient, enfin une garantie. Oui, on les voit désormais dans des films historiques, où c'est un peu anachronique d'avoir des noirs, par exemple.
donc pour en revenir au thème du livre de Samuel Fitoussi. Pardon, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Et en fait, j'ai remarqué beaucoup que il y a même des personnes trans qui disent bah voilà, moi j'ai transitionné, mais je suis pas militante, je fais ma transition. Et en fait, j'en ai marre qu'on me renvoie à toute une casse. Et c'est pour ça que j'essaye beaucoup de faire une différence entre le fait d'être LGBT et le fait d'être justement woke, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent juste avoir une vie lambda et qui se retrouvent pas du tout dans ces extrêmes-là. Et en fait, j'ai l'impression que plus je prends la parole sur le sujet, plus je reçois par jour beaucoup de messages de personnes LGBT qui me disent on en a marre, nous on ne se sent pas, on veut pas être dans un communautarisme et de tous âges. Et justement, ça devient même, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, sur TikTok particulièrement, parodié, notamment les fameux xénogenres. Les xénogenres, c'est vraiment assez dingue. C'est des personnes qui ne se considèrent comme des sortes d'entités, comme des flaques de couleurs, des nuages, des renards, voilà. Et en fait, même là, ils sont moqués. Il y a beaucoup qui disent attention, c'est xénophobe, enfin xénogenrephobe plutôt. Mais il y en a beaucoup de jeunes qui disent mais là, mais on marche sur la tête. Où est-ce qu'on est en fait? Et du coup, je pense qu'à force d'aller dans cette radicalité-là, elle devient singée, elle devient parodiée. Et moi, j'ai bon espoir en fait. Je pense que ça va s'entre-dévorer en fait. Merci Nora Bussini, merci Samuel Fitoussi. On continue à parler du wokisme. Après la pause, on a commencé à aborder le sujet, mais on verra notamment comment on peut combattre cette idéologie, aussi bien dans la culture qu'à l'université, que Nora Bussini a rejoint. Elle s'est infiltrée à l'université. On répond à tout ça en toute vérité dans quelques minutes sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Samuel Fitoussi, auteur de Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries. C'est chez le Cherche Midi, et Nora Bussini, les nouveaux inquisiteurs en quête d'une infiltrée en terre woke. Samuel Fitoussi, vous avez vu donc beaucoup de séries, beaucoup de films woke pour écrire votre livre. Vous avez écrit notamment sur la censure, mais vous expliquez qu'il y a une censure peut-être aussi invisible et intériorisée. C'est ce qui est intéressant dans votre livre. Il n'y a pas seulement la culture de l'annulation. On l'a vu avec par exemple les films de Woody Allen ou Autant n'emporte le vent, désormais qui est accompagné d'une notice pour dire attention aux films racistes, ou même des films Disney, les Aristochats jugés racistes à cause d'un personnage de chat qui aura les yeux bridés. Bon, il y a tout ça qui fait beaucoup réagir, mais vous dites c'est pas le plus important. Le plus important finalement, ce sont tous les films, toutes les séries qui ne sont pas produites aujourd'hui. Et vous vous demandez même si certains films pourraient l'être aujourd'hui. Hein. Votre livre commence par ça. Vous expliquez Friends, Psychose, Intouchable et Game of Thrones ne pourraient pas être produits aujourd'hui. J'ai envie de vous demander pourquoi. En tout cas, ils ne pourraient pas être produits tels quels. Parce que Game of Thrones, il y a eu par exemple un préquel qui a été produit, mais assez différent de... Donc le problème dans ces films, si on les, par exemple Intouchable, aujourd'hui pourrait être critiqué parce qu'il perpétuerait, selon les woke, le cliché du sauveur blanc. Le meilleur exemple de ça, c'est Green Book, qui a été primé aux Oscars en 2018 ou 2019. Green Book, c'est l'histoire d'un musicien noir en tournée dans une Amérique raciste dans les années 60, et il est accompagné de son chauffeur et garde du corps blanc. Et au fil du film, les deux hommes nouent une amitié, se grandissent mutuellement. Très bon film d'ailleurs. Excellent film. Et au moment où il a été récompensé, beaucoup de gens s'en étaient bizarrement indignés. Ça avait étonné. Spike Lee, par exemple, avait quitté la salle. Parce que donc ce serait le mythe du sauveur blanc. Donc c'est quand un blanc aide un noir, selon les woke. Ce serait une forme de condescendance néocoloniale qui partirait du principe que les Noirs n'ont pas les outils pour s'en sortir. Donc Intouchable serait un film néocolonialiste. En plus, c'est plutôt en l'occurrence le personnage noir qui aide le blanc qui est sur une chaise roulante. C'est ce que d'ailleurs le réalisateur de Green Book avait. Et Green Book, c'est pareil, c'est une relation mutuelle. Il avait dit ça. Il disait c'est pas un qui aide l'autre, c'est les deux se grandissent, les deux ont des choses à s'apprendre. Mais dans la logique woke, c'est assez triste. Chaque groupe identitaire doit rester dans sa ligne. Donc c'est finalement une forme de racisme, une forme de ségrégationnisme si vous voulez,
une forme de racisme, bien sûr. Chacun est assigné à une étiquette identitaire, ne peut plus parce que selon les woke, un noir doit réussir. En fait, il y a une idée assez infantilisante selon laquelle il faut présenter des rôles modèles aux femmes et aux minorités ethniques. Et donc un rôle modèle, ce serait quelqu'un de fort et indépendant qui réussit seul et surtout pas avec l'aide de quelqu'un d'un autre groupe identitaire, parce que sinon ça envoie le message qu'il y a la même chose pour les femmes et les hommes, avec la mise en avant de la sororité plutôt qu'un modèle plus classique d'entraide entre les hommes et les femmes. C'est une vision assez triste et infantilisante. Donc oui, ce serait ça qui pourrait être reproché à Green Book. Et d'ailleurs, Game of Thrones aussi, parce que Game of Thrones, dans les premières saisons, la princesse Daenerys libère des peuples non blancs. Et elle est blanche. Donc ça c'est aussi le cliché du sauveur blanc, parce que les peuples non blancs attendent selon les woke leur libératrice qui évidemment est blanche, et donc ça perpétuerait selon les woke les mauvais messages. Mais c'est assez triste, c'est le contraire de l'antiracisme, c'est exacerber l'importance des différences identitaires. Mais est-ce que c'est vraiment institutionnalisé? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez, qu'on pourrait plus le faire aujourd'hui? Et certes, il y a eu des critiques, mais ces films ont tous été des grands succès, de Green Book à Intouchable, en passant par Game of Thrones. Est-ce qu'il y a des comités de relecture? Comment ça se passe concrètement? Donc, je dirais pas qu'on peut plus les faire, en tout cas il serait plus difficile de les faire. Oui, il y a des comités de relecture. On le sait pas forcément. On parle beaucoup des sensitivity readers pour les romans, lecteurs en sensibilité, mais il y a exactement la même chose pour les films. Le New York Times nous apprenait que les 58 plus grandes sociétés de production américaines ont tous recours à des cabinets de conseil dits de diversité et inclusion qui relisent les scénarios avant le tournage, leur indiquent des dialogues à retoucher, des scènes à modifier pour qu'une femme soit pas représentée négativement, une minorité non plus. Pour que la diversité soit suffisamment représentée, etc. Donc ces commandements sont intégrés avant le tournage, en fait. Et on peut regarder un film apolitique sans nous douter qu'en fait une autocensure a existé en amont et que le film est déjà aux normes woke. Et pour James Bond, par exemple, on a parlé de Barbie, mais le dernier James Bond avec Daniel Craig, on reconnaissait plus forcément le personnage, qui était un personnage, disons-le, viril, un peu machiste, mais exactement. Ça faisait partie finalement de l'histoire de ce personnage. Exactement, James Bond a perdu une partie de sa saveur parce que James Bond n'est plus un séducteur. Selon les woke, il y a cette idée fausse selon laquelle toute forme de rapport de séduction amoureuse serait une glorification de la culture du viol, parce que si la femme se laisse séduire et finalement cède aux avances de son prétendant, ce serait une forme ça participerait du continuum de violence faite aux femmes. Idée évidemment fausse, ou en tout cas éminemment contestable, mais cette idée est aujourd'hui intériorisée dans les scénarios. Donc les rapports de séduction doivent être absolument symétriques quand ils existent, et d'ailleurs ils existent de moins en moins. Donc James Bond, c'est un très bon exemple. Et pour revenir sur un dernier mot sur l'appropriation culturelle, vous dites peut-être qu'on exagère, mais je ne sais pas si vous avez vu ce film La couleur des sentiments, très beau film sur encore une fois les luttes antiracistes dans les années 60, avec Jessica Chastain notamment, très beau film. Et c'était une blanche qui aidait des domestiques noirs et qui racontait... Jessica Chastain d'ailleurs qui interprétait ce rôle-là. Et racontait leur histoire. Et les actrices impliquées dans ce film ont dit... Et ça, on reniait le film. Voilà, ce film c'était 2011 je crois. Je crois que... et on reniait en disant qu'elle pourrait plus jouer là-dedans parce que c'était une vision Oncle Tom effectivement des Noirs. Il y a l'exemple encore plus triste je trouve, parce qu'il avait eu un Oscar pour ce très beau rôle de Tom Hanks dans Philadelphia, il interprétait un homosexuel atteint du sida. C'est d'ailleurs un film qui avait permis de lever un tabou, notamment du sida dans le monde du travail, et il dirait qu'il ne l'interpréterait plus aujourd'hui, alors que non seulement c'était un film très émouvant, mais qui avait permis de faire évoluer les mentalités. Nora Bussini, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que j'ai l'impression aussi que le wokisme est un phénomène sectaire. Et d'ailleurs, vous le dites sans le dire, ce qui plaît aux militants woke, c'est d'appartenir peut-être une forme de famille et surtout de défendre une cause. Je suis d'accord. En fait, je suis d'accord parce que je me suis rappelé de quelque chose justement dans cette Pride radicale où j'étais engagée au service d'ordre justement, où mon rôle, donc je le répète, a été de trier les blancs pour laisser les personnes racisées entre elles. En fait, je me suis sentie, c'est ce que je raconte, devenir cette autre personne et me dire...
quand ils n'obéissaient pas, quand ils contestaient, de me dire mais en fait ils n'ont pas compris, c'est eux qui sont méchants, ils exécutent mal. Et en fait je pense que c'est là qu'on a aussi cet aspect un petit peu sectaire, c'est que j'avais au bout d'un moment l'impression d'œuvrer pour le plus grand bien, et je me suis souvent dit après que j'étais peut-être effectivement la méchante du film, parce qu'en fait peut-être que c'est moi qui me rendais pas compte qu'on a besoin de ces extrêmes-là pour pouvoir lutter contre les discriminations. Peut-être que c'est moi qui avais une islamophobie intériorisée parce que je questionnais le port du hijab. Peut-être que c'était moi qui me rendais pas compte que j'avais quand même un passing. Un passing, ça veut dire que je ressemble à une blanche, même si je suis franco-marocaine. En fait, à force, je pense que c'est ça aussi. On nous tient par la culpabilité. Et je crois que c'est aussi le propre d'un côté sectaire, de tenir les gens par une forme et de culpabilité, mais en même temps d'être rassurante, de dire ne t'inquiète pas, si tu bouges pas trop, tu es dans le bon camp. Et c'est tellement manichéen qu'en fait c'est comme ça que moi je me suis sentie faillir durant cette immersion d'1 an. C'est intéressant. Vous avez eu des doutes sur finalement vous avez été parfois en empathie avec leur cause? Constamment en empathie. Et comment vous avez fait ce travail ensuite d'écriture qui est plutôt critique, disons-le? Vous avez réussi à vous remettre à distance? Eh bien en fait j'ai voulu être suivie par un spécialiste de la question du wokisme. Il s'appelle Ruben Rabinovitch. C'est un psy. Il est notamment auteur d'une note sur la question pour la Fondation Jean Jaurès. Et en fait, je l'ai appelé un petit peu en lui disant, je vais faire cette immersion d'1 an. Je sens que ça va me travailler et ça va pas louper, puisqu'au bout de peu de temps après, je me suis demandé ce qui faisait finalement de moi une femme. Une question que je m'étais jamais posée. Et en fait, je lui ai dit, je veux que tu me suives et moi, je vais mettre ces séances dans le livre parce que je veux montrer aussi au lecteur tous ces doutes qui nous habitent quand on est constamment face à des discours militants extrémistes. Moi, je passais mon temps à m'en abreuver. C'est-à-dire que quand j'étais pas en manif, quand j'étais pas en groupe de parole, j'écoutais des podcasts, je lisais des livres sur le sujet, je lisais des articles, je m'étais abonnée à beaucoup de comptes militants sur Instagram et je les suivais régulièrement. Et c'est vrai que ça a marché. Enfin, oui, ça a marché. Je me suis sentie au bout d'un moment embrigadée. Je me suis dit, mais peut-être, est-ce que je me fourvoie pas? Justement, on n'a plus que 2 minutes pour conclure. Nora Bussini, comment justement déconstruire ces déconstructeurs et lutter contre cet embrigadement? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez malgré tout plutôt optimiste. Oui, bien sûr, parce que je suis certaine que c'est... moi, je suis quand même féministe, mais je suis surtout universaliste. Ça veut dire que je pars du principe qu'on a le droit à l'indifférence. Il faut arrêter de vouloir ségréguer des luttes sous prétexte de discrimination, et qu'au contraire, c'est en rassemblant un petit peu les gens et en ayant un discours optimiste que ça marche. Et là, je le constate depuis ma sortie, et c'est parce que je passe mon temps à répéter que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on est dit woke, c'est pas parce qu'on est LGBT qu'on est woke, et qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Il y a une majorité silencieuse qui m'écrit tous les jours, et je les en remercie sincèrement de me dire mais nous non plus on n'en peut plus. Et c'est justement en ayant un discours rassembleur et positif et en se laissant plus trop marcher sur les pieds par des dictates hyper extrêmes que je pense qu'on fera avancer les choses. En tout cas moi j'en suis certaine. Samuel Futsi, comment fait-on pour lutter contre le wokisme, en particulier dans le monde de l'art? Parce que quand on lit votre livre, on se dit que finalement la littérature, le cinéma, la télévision vont mourir. Parce qu'en réalité, le propre d'une œuvre d'art, c'est justement d'être dans le clair-obscur. Et là, le clair-obscur disparaît, on est dans l'idéologie et le manichéisme. Je pense que le plus important pour combattre le wokisme, c'est de leur contester le monopole qu'ils ont acquis sur les mots positivement connotés. Donc, par exemple, la raison pour laquelle ils arrivent à s'introduire dans les institutions, c'est qu'ils se revendiquent antiracistes. Sauf qu'ils ont changé le sens des mots. Antiraciste ne veut plus dire opposé au racisme. Antiraciste, dans leur bouche, veut dire certitude que l'Occident est raciste et qu'il faut trier les gens selon leur couleur de peau. Et même chose, par exemple, ils se revendiquent féministes, mais féministe ne veut plus dire ça. Féministe, dans leur bouche... anti-homme, quoi. Je veux dire, voilà, vite parce que... persuader que l'Occident est un patriarcat et qu'il faut mettre en place une discrimination positive partout, et qu'il faut mettre en place des nouveaux modèles, qu'il ne faut pas la promotion de l'amour, etc. Et qu'il existe un continuum de violence. Enfin, les mots sont complètement dévoyés, mais pourtant, en captant ces mots positivement connotés, on peut difficilement leur contester. Pour finir, je vous donne un seul exemple très concret. Tous les producteurs de France doivent suivre une formation dite contre les violences sexistes et sexuelles s'ils veulent être éligibles à des subventions. D'ailleurs, il faudrait discuter de ces subventions, mais ça, c'est autre chose. Et
cette formation en soi, c'est bien qu'il soit formé contre les violences sexistes et sexuelles, mais ce qui pose question, c'est le contenu de ces formations. Si vous allez sur le site de l'organisme qui dispense ces formations, il est écrit en écriture inclusive, il reprend à son compte des théories comme la théorie militante du continuum de violence, qui est encore une fois très contestable. Donc voilà, donc le problème, c'est la captation des mots positivement connotés. La bataille contre le wokisme sera aussi une bataille du vocabulaire et de la langue. Merci Samuel Fitoussi, merci Nora Bussini. On rappelle vos livres, Les Nouveaux Inquisiteurs, c'est chez Albin Michel, et Woke Fiction de Samuel Fitoussi, c'est chez Le Cherche Midi. C'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En Toute Vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.